il y a un groupe de questions. La première, c'est celle de M. Thomas Giraudot, qui dit comment exister électoralement avec un programme politique dont les bénéfices pour la société mettront des décennies à se faire sentir. Les politiques de long terme peuvent-elles encore avoir une place aujourd'hui dans le débat public? Et avec ça, donc, il y a aussi deux autres questions qui sont un peu liées à ça. Quelles idées concernant le plan média? Comment pourrez-vous augmenter votre visibilité et la circulation? Et une autre, quelle stratégie pour permettre aux idées des SCP de s'aimer? Je vais essayer de répondre rapidement. Les paramètres que j'ai définis, qui sont une politique d'ensemble, doivent être illustrés par chacun là où il se trouve. Ce n'est pas quelque chose qui est simplement imposé d'en haut. C'est inspiré, évidemment, par des gens qui ont réfléchi à ce sujet. Mais chacun, quand il voit une injustice commise là où il se trouve, un déni de justice, doit se mobiliser et expliquer les sources, d'où vient l'environnement dans lequel ce déni de justice a été commis. Et ça devra être sur tel ou tel élément de politique locale, régionale, nationale, que l'on devra intervenir. Il y a un thème absolument fondamental qui est l'accès. J'aurais voulu en parler, mais je n'ai pas eu le temps. La France est un pays où on dénie l'accès. On ne peut pas avoir accès à un pôle emploi qui fonctionne bien. Il n'y a pas d'aide juridictionnelle suffisante pour que les gens puissent accéder tous à la justice. L'accès à la politique. Si vous faites un don à une organisation politique, eh bien, vous pouvez déduire les 2/3 de votre impôt sur le revenu. Mais 50% des Français ne paient pas l'impôt sur le revenu. Et ceux-là, bien, ils ne gagnent rien à faire un don à un parti politique, tandis que les plus riches, oui. Et tout ça, vous devez l'étudier, le dire, en faire des armes. C'est toute une série d'armes qui font une armée. Mais cette armée doit avoir, disons, des gens qui la dirigent. Il faut quelque chose qui ne soit pas pyramidal, comme tout est en France, mais qui soit un système organisé et vivant, un peu comme le système immunitaire dont je vous ai parlé. On croyait jusqu'à présent que le système immunitaire, c'est quelque chose agressé par des maladies, des bactéries, des virus, et qu'il résistait comme un possesseur d'un fortin en rejetant ce qui pouvait menacer la vie. Ce n'est pas du tout vrai. Il rejette certaines choses, mais il en adopte d'autres, comme un État-nation doit adopter des politiques aussi venues d'ailleurs, il en adopte d'autres qui permettent d'entretenir la vie. Et c'est un système vivant. On a autant de milliards de bactéries dans notre corps qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie. C'est intéressant comme comparaison, je pense. Donc, vous devez penser que chacun de vos actes a un sens si c'est un acte qui s'inscrit dans une politique de défense de tout ce que j'ai essayé de décrire aujourd'hui. Et même au-delà. Et vous devez inventer, vous devez imaginer. Moi, dans ce monde dans lequel nous vivons, moi, une des choses qui m'irrite, qui me fait de la peine, c'est que les gens n'imaginent pas. Ils ne se battent pas, y compris dans notre propre organisation d'ailleurs. Ils ne se battent pas, ils n'imaginent pas. Et quand ils imaginent, c'est pour s'opposer à quelque chose, au lieu de pour enrichir quelque chose. Alors vous devez vous penser comme des ruisseaux, des rivières, vous savez ce que disait Jaurès, hein, qui vont à la mer, et vous pensez que cette mer, qui est un monde plus juste, peut exister. Et je pense que de cette manière, chacun peut voir chez soi, s'il est sérieux, tous les points sur lesquels il peut se mobiliser. Quant à un plan média, n'y comptez pas. Il n'y a pas de plan pour les médias. Il y a, vis-à-vis des médias, une insistance, il faut taper à la porte, il faut être présent et se dire qu'on a absolument le droit de parler, que les médias n'ont pas le droit d'être les juges et parties du processus politique dans notre pays. Et je vous dis, à l'intérieur des médias, il y a des gens même qui commencent à le penser, parce qu'ils pensent qu'ils sont allés trop loin. Comme même à l'intérieur du système financier monétaire, il y a des gens qui pensent qu'ils sont allés trop loin. Et ces gens, où les trouvez-vous? Souvent aux marges du système. Et là, c'est votre responsabilité. Parce que c'est souvent en province, dans les banlieues, dans une nouvelle presse qui apparaît sous toutes ses formes, pas seulement sous forme d'Internet, où c'est intéressant, mais sous des formes de blogs sur Internet, ou sur des formes de différentes actions que vous pouvez voir
dans des journaux même de lycée, des journaux que vous pouvez voir dans certaines banlieues. Souvent, les politiques essayent de prendre le contrôle de cela et vous devez leur disputer. Donc une intervention constante. France Bleu est plutôt plus intéressant que les autres parce qu'on peut y intervenir davantage. Et c'est une prise de parole qui est nécessaire. Et je vois en France une peur à prendre la parole en public. Ça, vraiment, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Parce que même si on parle mal, si on ne parle pas très bien, la sincérité, ce fait que vous répondez à quelque chose qui en vous-même vous considérez fondamental, est ce qui émeut et change les gens. Évidemment, ça doit avoir un fondement de raison. Et ça peut être basé sur simplement l'émotion que vous éprouvez, comme si ça vous grattait. Ça doit être quelque chose de plus profond. Mais cette chose-là est essentielle à notre époque, où vous avez un monde où les gens en ont assez d'entendre les discours politiques rabâcher des histoires, et les discours des journalistes aussi, qui tournent en rond. Les gens en ont vraiment assez. Vous devez savoir, je voudrais conclure sur cela, ce qui vous donne votre chance. Un sondage d'il y a 4 mois a demandé combien de Français rejetaient François Hollande. 82% à l'époque, maintenant c'est plus. Maintenant c'est 87, mais 82. Et on a demandé, est-ce que la droite officielle ferait, l'UDI et l'UMP, ferait mieux, moins bien ou pareil? Moins bien ou pareil, 78%. Donc, rejet. Et maintenant, on est Marine Le Pen. Alors moi j'ai un petit maire qui me disait, moi, entre Marine Le Pen et Sarkozy, je voterais quand même pour Marine Le Pen. Entre Marine Le Pen et Hollande, je voterais quand même pour Marine Le Pen. Et je lui dis, mais alors, les gens, là, hein, vous-même, combien vous pensez que des gens ont dit que Marine Le Pen ferait moins bien ou pire? Et c'est lui le seul que j'ai vu qui a deviné. Il a dit 80%. Parce qu'il vit avec sa population. En fait, le chiffre est 79%, moins bien ou pire. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent tous. Alors, soit ils s'abstiennent, soit ils votent pour Marine Le Pen, parce qu'on veut essayer quelqu'un d'autre. Ou alors, ceux-là, on les connaît, ils sont là dans la rue. C'est Steve Briouat et Hénin Beaumont. C'est vrai, c'est beaucoup décarcassé. C'est pour ça qu'il a gagné. Etc. Et vous avez l'essentiel, si vous voulez, le point commun de tout cela, c'est le rejet, mais aussi l'attente. Alors, ils ne vous attendront pas gentiment, hein, le sourire aux lèvres. Ils vous testeront, ils verront si vous voulez quelque chose. Et là, vous devez vous-même savoir si à vos propres yeux, vous voulez quelque chose pour intervenir. Et c'est ça la même chose avec les médias. Pendant l'élection présidentielle, on est allé voir la numéro 2 du CSA. Et on a dit, regardez ce que font les journalistes. Elle a dit, nous, on n'y peut rien. C'est-à-dire l'État n'a plus de contrôle des journalistes. Mais au moins, considérez que chaque journaliste que vous rencontrez est votre ennemi. Alors je dis, c'est bien d'avoir des relations comme ça. C'est sympathique. Et elle m'a dit, oui, mais c'est comme ça. Donc, vous avez un monde où vous devez avoir l'hostilité et pas peur de l'hostilité. Pas la défier arbitrairement et s'amuser à lui crier dessus, mais avoir les moyens d'essayer d'éveiller dans ceux à qui vous parlerez, dans les médias ou ailleurs, l'étincelle humaine que chaque être humain a. Et je crois que c'est ça le mystère et la clé de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'organisage. C'est-à-dire de parler à quelqu'un pour essayer de lui faire ou qu'il fasse de lui-même et lui inspirer qu'il fasse de lui-même quelque chose pour empêcher cette dérive de la société. Alors, il y a quantité de questions, évidemment, sur l'euro et l'Europe. C'est, par exemple, Gérard Evrard qui dit on parle de quitter l'Europe et ou l'euro. Est-ce souhaitable, à votre avis, utile? Une autre question, la souveraineté monétaire nationale pourrait-elle s'accompagner de l'instauration d'une monnaie commune à la place de la monnaie unique? Les économistes disent que ce serait désastreux de sortir techniquement et en pratique. Comment se passerait une telle sortie? Voilà, et est-ce qu'on peut faire ces projets que tu as présentés en dehors de l'Union européenne ou au sein de l'Union européenne et comment? Oui, c'est faux que les économistes disent que c'est désastreux de sortir de l'euro. Ceux qui sont officiellement publiés, oui, ils disent que c'est désastreux, que c'est épouvantable. Pisani-Ferry, vous pouvez lui faire confiance, il y en a un certain nombre. Mais il y a aussi un nombre de ces économistes qui disent que ça sera très difficile, comme je le dis, il ne faut pas se faire d'illusions, mais que le système de l'euro nous conduit à sa propre perte. C'est un système qui se fait harakiri. Donc, prendre le risque d'en sortir est nécessaire. Il faut le faire, évidemment, en montrant le programme qu'on peut faire, qu'on ne le fait pas en négatif.
on le fait pour pouvoir faire quelque chose. Et il faut expliquer, comme j'ai essayé de le faire ce matin, de montrer ce qu'on pourrait faire si on sortait du corset de fer qu'a imposé l'euro. L'euro n'est pas une monnaie associée à des institutions européennes légitimes et élues. L'euro est une monnaie de banquiers, dits centraux, qui ont fait toute leur carrière dans des institutions financières ou dans les secteurs du trésor de leur pays, et qui n'ont aucun sens de ce qu'est une politique industrielle, aucun sens de ce qu'est une politique scientifique, et qui en tout cas feront prévaloir devant toute chose le profit financier et l'équilibre des marchés, qui déjà n'existent plus. Donc il y a une chose à bien se mettre dans la tête, que sortir de l'euro, ce n'est pas pour le plaisir de rompre, c'est parce que c'est nécessaire. Et vous avez de plus en plus de gens qui le disent en privé. Moi, j'ai beaucoup de gens, parmi les économistes, qui me disent en privé, vous avez raison, mais on ne peut pas le dire en public, parce qu'on livrerait le monde à Marine Le Pen. Et qu'avez-vous fait pour ne pas le livrer à Marine Le Pen? Vous n'avez rien fait. C'est vous qui êtes la cause de ça, parce que vous n'avez rien fait de ce qui devait être fait, vous n'avez pas donné d'avenir, vous n'avez pas donné d'espérance au peuple. Donc elle vous le rafle, et c'est bien votre faute. Donc il faut une autre politique qui permette de fixer cette ambition telle que j'ai essayé de la dire et penser à ces pays comme le Brésil, comme la Chine, comme l'Indonésie, comme l'Iran, qui peuvent avoir un avenir. Regardez l'hypocrisie. Les Américains qui nous ont fait vider de l'Iran ont continué à faire des affaires, eux, là-bas. Donc on est dans un système d'hypocrisie absolue. Alors, comment faire un changement? Comment? En jouant sur cette question de la culture de l'avantage autrui, la culture du développement mutuel, la culture de penser avec les yeux du futur, avec l'avenir, et de penser que ce futur peut être meilleur que le présent, ce qui aujourd'hui paraît vraiment quelque chose de complètement loufoque ou farfelu. Donc de donner ce sens, et donner ce sens qu'on peut s'unir. C'est intéressant d'ailleurs la façon dont, sur l'Afrique, Cheikh Anta Diop et ses amis voyaient les choses. Ils disaient, on défend les souverainetés nationales, mais à condition qu'elles déplacent le niveau de souveraineté progressivement à une échelle supérieure qui sera l'échelle panafricaine. Et je pense exactement ce que nous devons passer par la France par rapport au monde. Certes, nous sommes en Europe, certes, nous avons une politique à faire avec les pays européens, pas celle de l'Union européenne actuelle, pas celle de l'euro, mais avec eux, avec leur véritable intérêt de leur peuple. Mais ça doit être aussi une politique mondiale. Et l'État-nation tel qu'il était doit devenir quelque chose de plus grand et de plus universel. C'est la seule façon de pouvoir affronter des banques qui sont elles-mêmes, entre guillemets, universelles, c'est-à-dire qu'elles opèrent à l'échelle du monde. Un certain nombre de questions aussi sur le crack financier, dont celle de Michel Ruisseau, qui dit « Peut-on prévoir un crash financier à court terme ?» Est-ce en prévision de ce crash que le 30 novembre, la votation suisse soumettra le rapatriement de l'or suisse des pays anglo-saxons vers la Confédération? Autre sujet de la votation, la désolidarisation du franc suisse et de l'euro et la suppression de la monnaie électronique par les banques suisses au profit de la Banque nationale suisse. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer cette votation suisse, il ne faut pas non plus la surestimer, parce que c'est une votation qui reste défensive. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils veulent rapatrier une partie de l'or qui est à l'extérieur de la Suisse en Suisse, et qui disent que la Banque suisse devrait avoir au moins 20% de ses réserves en or. Vous devez savoir que la Banque suisse avait en 1980, je crois, 90% de ses réserves en or, qu'aujourd'hui elles sont tombées à 7%. Donc là, il y a un véritable problème politique. Et vous devez savoir autre chose, c'est que les Pays-Bas, dont le régime politique pourtant n'a pas ni mon estime ni mon admiration, vient de faire rapatrier une partie de son or aux Pays-Bas. Donc il y a toute une, disons, autour de cette question de l'or, toute une je dirais, volatilité et des arrière-pensées actuelles. Alors, comment voir les choses? Si c'est un système où l'on pense qu'il faut revenir à une base or, et que cette base or soit la base pour toute politique, ça limite le crédit, et ça limite le crédit négatif, mais aussi le crédit positif. Et c'est de revenir à un système du 19e siècle. Ça ne marche pas. Mais si on pense que cette lutte sur l'or, que les Chinois mènent aussi, ils sont en train d'acheter de l'or sur le marché physique,
alors qu'ils en vendent sur le marché papier, parce que comme tout le monde, ils gagnent de l'argent, parce qu'on fait baisser l'or. Il y a 100 fois plus d'or vendu à terme qu'il n'existe d'or physique dans le monde. Donc ils achètent leur physique bon marché, ils vendent à terme pour faire des bénéfices. Donc vous voyez comment toute cette chose-là marche. Mais il y a une dynamique malgré tout, qui est le fait que ce retour vers une politique différente à ce point de fixation transitoire et relativement secondaire sur l'or. Ce n'est pas un point fondamental, mais c'est un point absolument essentiel parce qu'il déséquilibre le système tel qu'il est en place. Maintenant, c'est à nous de donner l'horizon au système qu'il faudrait mettre en place, avec un crédit qui ne soit pas limité par l'or qu'on possède, un crédit qui ne soit pas comme aujourd'hui un afflux, une diarrhée de liquidités soutenant les banques et les grandes banques en particulier, qui tournent en rond dans le système financier, mais un crédit dominé par un accord entre banques nationales pour de grands projets d'infrastructure. Et c'est une approche de cela qu'ont présenté les Chinois, et je dois dire, à ma surprise, les Indiens. Donc c'est pour ça que ça nous paraît si intéressant. Que pensez-vous de la réforme territoriale? Je ne comprends pas la question. Non, c'est clair qu'en France, il y a un millefeuille de différentes, disons, collectivités territoriales. Mais la façon dont on prétend le changer, c'est pour asphyxier les communes et asphyxier les départements, c'est-à-dire où des gens se trouvent le plus près de leurs électeurs. Donc pour pouvoir faire quelque chose qui sera au niveau européen, au niveau des régions, ou au niveau des métropoles, pour je dirais, les capots des métropoles, Colomb à Lyon, Aubry à Lille, et bien d'autres encore, Hérault à Nantes. Donc chaque seigneur local décomposera, qu'il le veuille ou pas, même si ce n'est pas son intention, décomposera le pays, et on assiste à une sorte de féodalisation latente, et qui est d'autant plus étendue que vous avez cette séparation de la France en 4 dont je vous ai parlé, hein, les métropoles, les périurbains, les ruraux, et ceux qui vivent dans les quartiers, c'est-à-dire dans les banlieues. Donc il y a une séparation de ces 4 France. Et on essaye, en tirant profit de cela, de créer un système où vous aurez une série de féodalités qui s'installeront à l'intérieur, et à l'extérieur, ce sera couronné par l'administration de Bruxelles telle qu'elle est. Moi, je crois qu'elle ne durera pas, mais c'est le plan tel qu'elle est. Et au milieu, l'État qui perdra un à un tous ses pouvoirs. Déjà, les Français le savent. Ils ne pensent pas que François Hollande est un roi fainéant, car François Hollande est quelqu'un qui travaille, contrairement à ce qu'on dit. Mais ils pensent que François Hollande, malgré toutes ses maîtresses, est un roi impuissant. Afin de financer le lourd boulet des loyers, pourrait-on geler les loyers, créer une taxe d'occupation du sol de l'État à l'encontre de logements loués, permettant de financer les APL? C'est une question, M. Vanout, de Lille. Dans un système financier où on ne construit pas, geler les loyers, c'est quelque chose qui sera peut-être utile à certains, mais c'est tout le débat autour de Cécile Duflot, hein, où les uns disent il ne faut pas geler les loyers parce que si on le fait, ça défavorisera la construction, et les autres disent il faut geler les loyers parce que c'est la justice sociale. Donc c'est particulièrement absurde comme débat. On est dans un système qui est opposé à toute forme d'investissement dans ce qui est l'avenir, y compris dans l'immobilier. Donc si vous ne changez pas le système au sommet, vous pouvez prendre toute une série de mesures, hein, dont certaines seront peut-être utiles à court terme, mais vous ne changerez pas la logique d'ensemble de ce système. Et c'est j'ai essayé de dire et de répéter dans ma campagne présidentielle. Vous savez, la meilleure façon de tromper les gens, c'est de découper la réalité en morceaux et de servir à chacun son morceau. Et les gens ne réfléchissent plus ensemble. Alors, nous avons toute une série de questions aussi qui semblent avoir trait au type de démocratie dont tu es partisan. Par exemple, il y a une question là-dessus. C'est pourquoi insister sur la France dans un monde maintenant
internationale, quel type de démocratie vous êtes partisan. L'Europe, même réformée, semble pourtant une priorité. Une autre question aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on ne parle pas assez de Corée et de l'Islande qui ont pu pourtant faire la réforme des banques, et pourquoi nous citons les BRICS qui ne sont pas socialistes, du moins au sens jaurétien que vous portez. Si on devait faire des projets qu'avec des gens parfaits et ses amis, on ne ferait jamais de projet. Ça, c'est ma réponse. Et il y a une dynamique qui surmonte les particularités des uns et des autres. Et c'est cette dynamique qui, moi, m'intéresse et qui nous intéresse. La dynamique de l'Europe, on l'a vu depuis 10 ans, est une dynamique destructrice ou autodestructrice, pour être plus précis. Lisez Le viol d'Europe de Robert Salé, lisez Les États désunis de Coralie Delhomme. Vous avez des livres, il y en a d'autres, qui disent parfaitement ce qui se produit à l'échelle d'Europe. Donc quand vous êtes dans un système qui trahit complètement ce que tout le monde avait pu projeter de meilleur sur l'idée d'Europe, vous n'allez pas participer à cette trahison. Vous allez dire la vérité. Et dire la vérité, c'est de dire je ne veux plus être dans une cage où l'on trahit. Je veux inspirer quelque chose d'autre. Et du dedans, c'est maintenant prouvé, ce n'est plus possible. On est au point de rupture. Tous les pays sont entraînés dans le gouffre les uns après les autres. C'est les aveugles de Bruegel, où un aveugle tombe d'abord, c'est probablement un grec, et à la queue, il y a l'Allemagne qui va tomber avec. Parce que c'est un système qui n'est pas basé sur le développement mutuel, qui est basé sur un système tel qui est basé sur... On a dépouillé les gens et les États de leur souveraineté nationale sans créer une véritable souveraineté de l'avenir. Alors certains disent oui, mais avec un État fédéral, on peut arriver à une souveraineté de l'avenir. Et Attali même dit qu'il faut un gouvernement mondial. C'est pas possible d'avoir une souveraineté mondiale ou même une souveraineté européenne avec des gens qui parlent des langues différentes, des gens qui ont des avis différents sur tout, des gens qui se disputent entre eux. Il faut créer quelque chose où on prend ce qu'on peut faire en commun, et à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde, des choses concrètes, des choses réelles, des choses qui sont des projets. Et en même temps, on se rassemble pour les accomplir. C'est comme ça qu'on a fait l'Airbus, qui est une des grandes réussites européennes, relative, mais une réussite. C'est comme ça qu'on a fait la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était à partir de programmes qu'on peut discuter au plan politique, mais qui étaient une réussite au plan économique, où on fait des programmes en commun, et sur ces programmes, on fait on réunit des gens qui, ensemble, conviennent que quelqu'un prendra les décisions au nom de tous et il se créera un consensus autour de cette politique d'ensemble. Mais on ne peut pas, comme aujourd'hui, imposer quelque chose alors que les gens n'ont pas de projet commun, ont tous des arrière-pensées, et que toutes les institutions sont pénétrées par cette vision financière de libéralisation. Je ne sais pas si vous comprenez, je crois que vous ne le comprenez pas, les gens qui posent cette question. Ils ne comprennent pas ce qu'est la libéralisation financière et le libre-échange. Le libre-échange est même secondaire. C'est la libéralisation financière que, dès le départ, Churchill l'a dit à Westminster en 1947, au même temps qu'il disait qu'il faut qu'un rideau de fer tombe sur l'Europe et le monde, entre les pays du système soviétique et les nôtres. Il y a eu une Europe qui a été faite, où il y a eu un côté positif qui a été la paix à l'intérieur de l'Europe. Mais cette paix était gagée sur cette libéralisation financière qui a été aujourd'hui, et qui arrive au point aujourd'hui où elle est autodestructrice dans un monde qui lui-même s'est dégradé, s'est décomposé. Donc on est à ce point et où diviser pour régner devient la règle. C'est la vieille devise de l'Empire britannique. Vous savez ce qu'on dit, que l'Empire britannique était un monde où le soleil ne se couche jamais parce que Dieu a peur que les Britanniques le volent s'il y avait l'ombre. Donc, l'Europe, c'est un peu ça. Moi, je l'ai vu, j'étais délégué de la France auprès de l'Union européenne, ça ne me rajeunit pas, après 1968. Et j'ai vu arriver ces gens-là qui arrivaient à cette époque avec l'idée de faire une Europe contre
les nations et les peuples. Ce n'était pas une Europe coordonnant les nations et les peuples et peu à peu arrivant à quelque chose à faire en commun et avec des institutions communes. C'était contre. Et c'était les Néerlandais qui étaient les plus coriaces de ce point de vue-là. Puis on a vu arriver les Anglais. Et on a vu comment les Anglais ont fait débarquer en Europe tous leurs fonctionnaires venant d'un service public qui était le service anglais des Indes et des colonies, et comment ils ont reconverti ces gens et les ont remis en Europe, d'un côté, et de l'autre côté, ils ont repris avec leurs banques le contrôle des paradis fiscaux. Il y a eu cette double politique. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas ce qu'est devenu l'Europe. Vous pouvez voir l'Europe comme une espèce d'idéal, mais c'est un idéal qui a été profondément souillé. Et aujourd'hui, il est souillé tel qu'il ne peut plus être nettoyé. Il faut refonder quelque chose d'autre. Et c'est là qu'est notre défi. Et c'est là que est cette politique. Et on l'a vu, la résistance, en effet, de l'Islande, on a dit la Corée. Hein. Corée, l'Équateur. Ah, l'Équateur, Rafael Correa, oui. Non, la Corée, ça m'étonnait. C'est l'Équateur, oui, mais on l'a vu, même le Venezuela, dans une certaine mesure. Correa, l'Argentine aussi, qui rejette les fonds vautours. Mais tout ça se fait autour d'une conception culturelle qui, d'une part, n'est pas là. On se dit socialiste ou péroniste, mais derrière, sauf l'exemple de Correa et d'Evo Morales, qui sont les deux plus intéressants aujourd'hui en Amérique du Sud. Mais par ailleurs, il y a une corruption que vous ne pouvez pas imaginer. Pire probablement qu'en France, ce qui n'est pas peu dire. En France, c'est une corruption des esprits qui veulent arriver. Là-bas, il y a une corruption tous azimuts, y compris au Venezuela. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions sur ces choses-là. Il ne faut pas se faire d'illusions non plus sur même l'Islande. L'Islande a pu réussir une partie de sa crise, mais au prix quand même d'une politique d'austérité qu'elle a dû s'imposer. Donc, et puis, un gouvernement de droite a remplacé un gouvernement de gauche, etc., etc. Donc, ce n'est pas telle ou telle forme qui est importante, c'est la dynamique. Et vous devez voir cette dynamique dans le monde dont la France doit tirer avantage. Comme De Gaulle, écoutez quand même, De Gaulle reconnaître Mao Tse-tung, mais c'est épouvantable. C'était presque un crime contre l'humanité, disait Mitterrand à l'époque. Puis il se dotait de la bombinette, c'était ridicule, disait Mitterrand à l'époque. Alors qu'on se donnait les moyens d'une indépendance qu'on aurait pu exercer beaucoup mieux, bien entendu. Et qu'en même temps, on pratiquait une politique en Afrique qui n'était pas bonne. Et une des choses que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut jeter une fois pour toutes la France-Afrique à la rivière. Je ne sais pas où elle ira, mais il faut l'acheter. Et qu'on fasse une politique vraiment qui ne soit plus une politique où on cherche des complices de notre système en Afrique. Et je crois qu'il faut voir le rôle réel qu'on attendrait de la France en Afrique, alors que la Chine et les États-Unis s'y implantent. Les États-Unis envoient des évangélistes et la Chine font quand même quelques projets avec des conditions que je vous ai dit. Hein. C'est des projets qui sont sans conditions. Donc il n'y a pas les conditions du FMI. Mais ce n'est pas des projets parfaits, ça j'en conviens facilement. Mais il faut que la France, si la France donnait ce sens de mission, ce sens de projet qui serait meilleur, ce sens de projet qui ne serait pas pour piller les matières premières, mais pour vraiment développer ces pays, alors je pourrais dire oui. Mais actuellement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est là que les diasporas africaines dans le monde, et en particulier en France, ont leur rôle à jouer pour mettre la pression sur les gouvernements français. Et qu'il n'y ait plus ces espèces de relations incestueuses entre banques internationales, gouvernement français, chefs d'État africains, qui n'ont rien à faire avec l'intérêt des peuples, ni d'Afrique, ni d'ici. Pensez à l'esclavage, si vous retournez à l'esclavage, c'est une bonne façon de penser. L'esclavage a favorisé en France, allez, au maximum 3 à 4% de la population française. C'est eux qui se sont enrichis, au détriment, évidemment, des esclaves africains. Et ce n'était même pas dans l'intérêt de la France. Et il y a eu des moments où en France, on a vu, par exemple, le chevalier Saint-Georges, admis en société, jouer sa musique et Delanoë lui donner une place ou une rue, je ne me rappelle plus une rue, une petite rue à Paris. Donc, mais ça, c'était comme à un certain moment, on dit, voilà, j'ai mon bon juif comme j'ai mon bon africain. Non, il faut que chacun ait son droit et que ce ne soit pas un acte sur tel ou tel point qui peut apparaître positif, mais que ce soit une politique d'ensemble de développement mutuel, qui concerne à la fois le Moyen-Orient, qui concerne l'Afrique, qui concerne partout dans le monde.
Et ça, on a eu des éléments en France, et puis tout s'est effondré, même les quelques éléments plus positifs, tout s'est effondré parce qu'on n'avait pas préparé les réels fondements qui permettaient de continuer. Je crois qu'aujourd'hui, le défi, c'est de repartir d'un bon pied grâce à la gravité de la crise dans laquelle nous sommes. Vous savez, quand on a une crise extrêmement grave, on peut la transformer en une mutation. Et ça, c'est notre défi. Donc, je suis obligée donc, une toute dernière question, Jacques, c'est à répondre très vite, parce que là, on est très en retard déjà. Donc, M. Cheminade se présente-t-il aux élections présidentielles de 2017 ? Tu veux que je réponde, non ? Allez. Ça va dépendre de vous. Ça va faire plus rapide si vous voulez quelque chose quand même.